Bien, bonjour. Merci pour cette matinée qui était riche, avec toutes ces contributions qui étaient sur un temps rapide, mais qui nous ont quand même permis de voir une panorama de façon transversale sur cette question qui est le cœur un peu de ce séminaire sur la question de l'eau dans les régions arides. Alors, pour démarrer un peu cette table ronde, j'espère qu'après, vous pourrez aussi échanger avec le public. Je pense qu'il peut y avoir bien d'autres questions que celles que je vais vous poser. Moi, je suis juste là pour démarrer et qu'on puisse échanger entre nous et voilà, se parler, au fait. Alors, il est vrai aussi que, bon, il y a une captation et de ce séminaire, et moi j'avais envie de vous poser une première question pour un peu personnelle, je dois dire, parce que justement il y a aussi un public étudiant qui est intéressé par le séminaire, et j'aurais voulu que chacun de vous puissiez un peu nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de partir comme ça dans cette recherche sur la question de l'eau, qui, je pense, pour certains a même été un travail de recherche assez long, de thèse. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé, en quoi vous avez senti une envie de faire un travail de recherche? Voilà, peut-être qu'on peut commencer tout simplement par vous, Jalaïs. J'allais. D'accord, pardon, excusez-moi. Merci. Moi, c'est vrai que ça fait très longtemps que je m'intéresse à ces questions de l'eau. C'est peut-être un peu de par mon histoire personnelle. Oui, j'ai grandi en Inde où il y a des gros soucis, des gros problèmes d'eau, de gestion d'eau, où il faut aller assez loin pour aller chercher l'eau, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et après, alors je l'ai un peu dit dans ma présentation, c'est quand j'ai passé une année à Ahmedabad, où j'ai découvert toutes ces structures absolument magnifiques, les baolis, les vaves, les stepwells, des puits avec des emmarchements, qui m'ont complètement fascinée. Toute cette culture qu'il y a autour de l'eau et qui donne vraiment une place à l'eau très, très importante. Donc j'ai fait mon projet de fin d'études en architecture sur ces questions de récupération d'eau de pluie. Et l'eau est restée en fil directeur. Ensuite, j'ai fait mon doctorat sur la ville de Bénarès, sur les berges qui sont en forme d'emmarchement, les ghats, qui permettent d'accéder à l'eau à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de l'année, quel que soit le niveau d'eau. Et donc là aussi, j'ai étudié tous ces dispositifs extrêmement intéressants de lien entre la ville et l'eau. Et j'ai fait le rapprochement aussi entre ce que j'avais vu dans le Rajasthan, qui est une autre région de l'Inde, et ce qui se passait dans cette région où il y avait eu beaucoup de princes, de rois du Rajasthan qui étaient venus construire leur palais et donc ces emmarchements. Et donc il y a eu un peu ce lien. Et c'est ensuite, quand j'ai commencé à enseigner à Toulouse, que voilà, il y a eu cette question de est-ce qu'on fait cette recherche sur l'eau au Rajasthan, et c'est comme ça que donc c'est vrai qu'il y a un petit fil qui date depuis très longtemps, et j'espère qu'il va continuer parce que c'est une question qui est extrêmement importante.
Merci. J'ai pas trop parlé. Oui, ça vous dérange pas? C'est un enchaîner, tour non, de pas de table souci. pour vous On connaître. peut faire ça. Alors pour moi, l'eau, ça a toujours été une question très importante. Enfin, pareil, mon projet de fin d'études, il portait sur ça, sur le rapport qu'on a à l'eau au Maroc, qui est toujours très important. C'est la vie urbaine au Maroc est conditionnée par l'eau, donc les fontaines, les hammams. Donc il y a ce rapport à l'eau qui est très important dans la société marocaine. Et aussi, donc comme je l'avais dit en introduction, c'est ce rapport aussi à la sécheresse qui du coup était très omniprésent dans les débats et qui a fait que j'ai toujours voulu m'intéresser à ce sujet-là pour écrire quelque chose dessus et me pencher sur cette problématique. Et en fait, la matérialisation un peu de ce travail-là, c'était à la fois donc cette envie d'écrire sur ce sujet, mais aussi donc le diplôme que je faisais l'année dernière au sein de l'ENSA Paris-Est, donc le DSA architecture urbaniste. Le deuxième semestre, la deuxième année, pardon, on écrit un article dans le cadre d'un séminaire. Et ce séminaire, c'était la thématique qu'on avait l'année dernière, c'était bocage. Donc c'était un truc très large qui touchait plus les systèmes donc bocagers français qu'on retrouve en Normandie notamment. Et mais je me sentais pas légitime d'écrire sur ces systèmes-là qui étaient très intéressants. Et j'avais envie de reconnecter un peu ce système-là au Maroc, parce qu'en fait j'avais aussi cette frustration de pas assez connaître ces infrastructures-là, ces infrastructures hydrauliques, ce rapport historique à l'eau, et je trouvais que j'avais un peu cette responsabilité de le transmettre à ma petite échelle, mais juste peut-être par le redessin, par la compréhension de ces territoires-là. Et c'était un peu la plus-value qu'on a des fois en tant qu'architecte de transmettre par le dessin, par le redessin et la compréhension de ces territoires. Et du coup, j'ai pris ce séminaire-là comme prétexte pour me pencher sur cette problématique de l'eau au Maroc et de détourner un peu le bocage sur le palmier. Et du coup, qui a fait un peu émerger toute l'analyse un peu que j'ai faite sur les oasis et qui a commencé un peu mon intérêt sur cette recherche. Très bien. Ça vous va si on continue? Oui. Alors, pareil, pour moi, c'était mon expérience personnelle d'être grandi en Iran et avoir fait ces études en architecture en France. J'ai toujours eu cette question en tant qu'architecte quand je voyais les paysages actuels de l'Iran. Je voyais toujours une opposition très forte entre les paysages dits vernaculaires et les paysages actuels, les nouvelles constructions dans les villes iraniennes. Donc ça m'a toujours questionné pourquoi cet écart, pourquoi cette opposition si forte et frappante qu'on peut voir aussi dans d'autres villes, des villes historiques qui appartiennent aux civilisations anciennes. On peut voir les mêmes paysages frappants, l'opposition entre le moderne et l'ancien est très frappant aussi en Inde, en Chine, dans tous ces pays un peu anciens. Donc, je suis partie de ce questionnement fondamental de pourquoi on n'a pas réussi à maintenir une continuité entre le passé et le présent. Est-ce qu'une troisième voie est possible? Pourquoi il y a toujours ce débat dans tous les domaines en Iran, pas seulement en architecture ou en urbanisme, dans la musique, dans l'art. On peut vraiment avoir ce double discours, cette opposition forte entre la modernité et l'ancien. Et moi, je me suis demandé, en étant étudiante, débutante en architecture, dès le début, je me suis demandé s'il y a une troisième voie qui est possible. Parce qu'en théorie, c'est évidemment possible. Il y a beaucoup de philosophes et sociologues qui en parlent. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre en place
une continuité, ne pas avoir le copie conforme. C'est même pas une copie conforme de l'architecture moderne occidentale. C'est une mauvaise copie qu'on a dans les villes iraniennes. Donc je suis partie de cette question. J'ai fait un master en architecture et mon terrain d'étude était la ville de Yazd. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte de l'importance de l'eau dans la ville. C'est avec ma rencontre personnelle avec la ville de Yazd que je ne connaissais pas, je n'étais pas originaire de cette ville. C'est de là que la question de l'eau, le lien de l'eau avec l'urbanisme et l'architecture est devenu très fondamental pour moi. Et après, j'ai continué avec la région de Khouzestan dans le cadre de ma thèse. Très bien, merci. J'interromps parce que là, tous les deux, pendant votre intervention, vous avez quand même vous avez insisté sur le fait qu'il y a eu une rupture. Oui. La chaîne a eu des connaissances et des savoir-faire a vécu une rupture. Alors vous parliez de la question du protectorat. En Iran, comment vous avez identifié ce moment de rupture? Alors, en Iran, je dirais qu'il y a une tendance générale à l'échelle nationale, mais après, c'est vraiment différent par rapport aux régions. La région du Khouzestan, c'est vraiment particulier, parce que c'est parmi les seules régions humides de l'Iran. Il y a 3 zones humides, dont une qui est classée patrimoine mondial. Et donc le cas de Khouzestan était différent. Donc le processus de la modernisation dans le domaine de l'eau et de l'agriculture était aussi différent. On n'a pas la même rupture au Khouzestan qu'à Yazd. Donc au Khouzestan, c'était vraiment dans les années 60 avec une tendance générale mondiale sur les réformes agraires qu'on a eu aussi au Mexique, je crois, en Amérique du Sud. C'était une tendance de modernisation de l'agriculture, mais vraiment une modernisation forcée par l'État. Et en Iran, c'était aussi la réforme du Shah avec le peuple, la Révolution blanche et tout ça. La Révolution blanche. Donc cette rupture était frappante dans la région du Khouzestan à partir des années 60, avec la réforme agraire où l'État est intervenu et a distribué les terres agricoles aux pauvres, pas aux pauvres, mais au peuple des agriculteurs, des petits agriculteurs. Donc tout ça a modifié complètement la configuration de territoire, le rapport au sol, le propriétaire, et tout ça a changé. Donc oui, en Iran, on ne peut pas... Enfin, cette région était exceptionnelle. Oui, très bien. La rupture était vraiment dans les années 60 et avec des projets énormes, vraiment l'échelle des projets agricoles était de jamais vue. C'était dessiné par les Américains. En fait, c'était le dernier roi d'Iran, le Shah d'Iran, qui a fait venir les Américains, le FAO, tout ça pour dessiner un méga projet territorial axé sur l'irrigation moderne de l'agriculture. D'accord, donc l'eau, un outil politique assez fort dans ces pays. Voilà, et sa gouvernance, tout le monde en a un peu parlé, mais je trouve que c'est bien qu'on puisse les réunir. Eh bien, vous, peut-être que vous pourriez un peu aussi nous dire qu'est-ce qui vous a initié à cette recherche sur la question de l'eau et des ouvrages d'eau. Sure. To enhance on what motivated me. Et pour répondre à ce qui m'a motivé, il y a plusieurs points.
Ce qui m'a entraîné vers ce genre de recherche, c'est d'abord, je suis née au Gujarat et j'ai vu différentes structures d'eau pendant mon enfance et pendant mes études. Et ça a été très important. Et j'ai vu plusieurs structures qui m'ont fascinée. J'ai vu comment ça fonctionnait, ainsi que les systèmes d'eau de ruissellement. Au Gujarat, les vieilles villes utilisent l'eau de puits à boire. Et j'ai regardé la région de Bani dont j'ai parlé parce que quand j'étais enfant, on y allait tous les étés et donc j'ai gardé ce point à l'esprit parce que j'ai vu tous ces aspects dans ces régions. Et ces communautés ne sont pas très visibles dans la région, il faut vraiment les rechercher. Donc, venant de ce village, moi, j'ai eu un accès exceptionnel. Deuxième point, c'est qu'avec mon partenaire, on a travaillé sur les structures d'eau du Gujarat depuis 2020 et pendant le Covid, on a vu différentes structures et on a essayé de voir les différentes couches sociales et culturelles de ces structures. Et on a essayé de voir quels étaient les liens avec le passé. Donc le deuxième point qui m'a fasciné, c'était ça. Et puis le troisième, c'est que j'ai aussi fait une recherche sur les bateaux et les routes du commerce. Et l'eau, ça a été le lien entre différentes villes pour les voyages. Donc c'est l'eau qui a permis les déplacements. Et ce n'est pas la rareté de l'eau, mais l'eau qui était un moyen important de relier les différentes parties du monde. Et pendant ma recherche documentaire sur les bateaux, j'ai vu l'importance de l'eau. Donc voilà les trois éléments importants qui m'ont relié à l'eau. Merci. Ma recherche a été sur les communautés du Kutch et de Sambar. Et au cours de ma dernière année d'études d'architecture, j'ai fait une étude sur la terre de Goa. Et ça m'a appris comment le sol a été produit dans ces paysages. Et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'informations sur les communautés concernées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai appris donc sur les cultures de Kutch et Sambar. Et j'ai vu les agriculteurs, comment ils travaillent le sol et comment ils font. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était vraiment la recherche que je voulais faire. Je voulais documenter ce qu'ils faisaient parce qu'il y a très peu d'informations disponibles. Et donc, j'espère que cette recherche va continuer et permettre d'établir un lien avec le passé. Merci. Marc, à vous. Bon, voilà. Vous avez beaucoup écrit, donc. J'ai beaucoup écrit ? Oui, je crois. Oui, alors la question... j'aime bien me pencher sur les mythes des origines pour pouvoir trouver l'essence des choses. Et je suis tombé sur ce texte ultra connu de Platon, néanmoins étonnant. C'est un passage assez court où il y a 4 ou 5 déluges successifs, parce qu'ils réfléchissent là sur le début des sociétés, le début des lois, comment les choses se mettent en place. Et il y a ce cycle assez étonnant où il y a des individus qui se réunissent, qui mettent au point un truc, ça se développe, puis un déluge, parce qu'à un moment donné, ça devient un peu complexe, un peu déconnant, donc on nettoie, et on recommence sur un autre scénario, comme ça. Donc cette idée que ces eaux étaient un nettoyage, et que ces fins étaient la possibilité d'un début, et que ces débuts, finalement, étaient une liberté d'invention à chaque fois.
Je trouvais ça fascinant. Voilà pour l'eau. Enfin, voilà, on va dire mon terrain. Oui, non, j'entends bien et je crois que vous avez fait une démonstration tout à l'heure assez fascinant. Du coup, j'en profite pour continuer un peu une question avec vous. Est-ce que vous pensez que le déluge peut être, en tout cas, on va dire l'imaginaire du déluge peut être un outil à penser à nouveau le monde des humains? Pour quelques-uns, peut-être. Et de quelle façon? D'essayer de retrouver des libertés. Oui. Entre des libertés de pensée, d'imaginer que toutes nos logiques, tout ce qui structure nos pensées, c'est une possibilité en fait parmi d'autres. Et que ça peut ouvrir la possibilité d'un certain nombre de libertés, et que dans ces libertés, il pourrait y avoir une certaine jouissance. C'est-à-dire aussi la possibilité d'arrêter de se complaire dans une forme de misère. Donc il peut y avoir aussi une jubilation dans la catastrophe. Non pas avoir une jubilation parce que les choses vont mal, mais parce qu'on a le devoir ou la possibilité d'inventer. Voilà. D'accord. Est-ce que vous imaginez cette liberté, qu'elle soit une liberté individuelle ou une liberté collective? Alors, on ébauchait la question tout à l'heure. Du coup, j'ai un petit peu réfléchi, mais bon, oui, quelques minutes, ça suffit pas. Néanmoins, alors il y a question de caractère personnel, donc j'ai envie de dire individuel. Oui. Oui. Néanmoins, je pense aussi que dans une situation où c'est pas une critique là que personnelle, je pense qu'on est tous à constater qu'on est quand même dans une sorte d'erreur collective là en ce moment. Enfin, les choses vont pas merveilleusement bien quand même. Donc on pourrait, il me semble que du coup, on a tous un langage commun qu'on a établi avec des habitudes, ça fait des codifications pour parler entre nous, et tant qu'on reste là-dedans, il va être assez dur d'inventer du nouveau. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Jean-Luc Nancy, il dit il va falloir 300 ans. Mais il va falloir 300 ans parce qu'il va falloir nettoyer tout ça quand même. Et donc de réarranger continuellement avec ce qui constitue notre langage commun, j'ai bien peur qu'on va continuer à tourner la bouillie un certain temps et que les choses vont aller plutôt dans du moins en moins bon. Et qu'il faudrait au contraire libérer les possibilités pour avoir du vraiment neuf. Et peut-être que dans une situation comme la situation actuelle, l'invention de chacun, c'est peut-être ce que chacun a de meilleur à donner au collectif. Voilà la pirouette avec laquelle je vais m'en sortir. Très bien. Alors, donc, je profite, puisqu'on en est là avec votre pirouette d'inventivité. Je voulais, de façon un peu plus générale, à travers toutes les interventions, on a quand même pas mal parlé de ces infrastructures qui sont aussi, qui font partie d'un patrimoine de savoir-faire, à la fois vernaculaire, ancien, ancestral, qui sont aussi des structures savantes, des dispositifs savants, parfois même raffinés, parce que vous aviez cité le pont de Khojou en Iran, qui est à la fois un barrage, un espace public, enfin voilà, où ce sont aussi des infrastructures qui ne sont pas que techniques, mais qui peuvent être habitées par l'homme. Et ma question, je ne sais pas si vous y avez réfléchi ou est-ce que ça faisait partie de votre recherche, qu'est-ce qu'on peut reconduire dans cet héritage? Qu'est-ce qu'on peut... à quoi on peut renoncer parce que le paradigme et les paramètres de départ ont terriblement changé, ne serait-ce que la question démographique parfois, je pense aux oasis par exemple, et qu'est-ce qui pourrait être inventé? Ça serait quoi les pistes de comment partir à partir de ce qu'on a aujourd'hui
on n'est pas complètement dans le déluge, mais à partir de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire un monde mondialisé, moderne, où on a eu aussi une succession de situations politiques, de chocs et de transversalité culturelle, de quelle façon, avec ce qu'on a appris, on peut avancer? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? C'est pas une question piège. Alors, moi, je vais me lancer juste allez-y, très rapide. Moi, je pense que la question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on peut transmettre, en fait, que ces systèmes marchent. Il n'y a pas de doute. Ils sont millénaires, ils marchent, c'est merveilleux. La question, c'est plutôt, mais pourquoi on s'en sert pas? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sert pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le désir de s'en servir? Qu'est-ce qui fait? Voilà. Mon point de vue. Et donc, le mal, il est là, je crois. Donc, c'est dans les mentalités et pas dans la technique que la question se pose. C'est un petit peu ça où je voulais en venir. Oui, voilà. Tout à fait. Absolument. Donc, pour ceux qui ont analysé un peu ces structures, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui peut, voilà, en 3 temps, qu'est-ce qui ne peut plus fonctionner, ou quelles sont les raisons pour qu'on puisse plus les utiliser, comme vous dites, Marc, ou bien qu'est-ce qui peut être gardé, reconduit, et de quelle façon? Tout d'abord, je vous dis mon sentiment. Je vous dis mon sentiment le plus profond. Je suis assez pessimiste sur l'inspiration, l'idée de l'inspiration du passé pour des projets urbains, architecturaux actuels, en tout cas en Iran. Mais je vous dis pourquoi, parce que concrètement, ça a posé des problèmes, en fait. Ces structures au Khouzestan, ces sous-sols habitables, quand on a commencé à moderniser juste au début, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. L'idée de l'injection des idées, des logiques historiques dans le présent. Juste au début de la modernisation de la ville de Desfoul, par exemple, au Khouzestan, la canalisation moderne et les égouts, le système d'égouts moderne a vraiment posé un problème pour ces maisons traditionnelles. C'est-à-dire qu'au sous-sol, on avait le parcellaire privé qui dépassait le parcellaire public à la surface, au rez-de-chaussée, sur le trottoir et dans la rue. Donc ça a posé d'énormes problèmes d'hygiène et de sanitaire pendant un bon moment, et ça nous a conduit à détruire certains sous-sols pour le bien commun, pour moderniser la ville. Et les problèmes de ce genre continuent encore plus fortement aujourd'hui, et beaucoup de ces structures sont détruites avec les fondations profondes des bâtiments, des tours, des canaux, de différentes sortes de canalisations. Donc moi, je trouve que techniquement, c'est très difficile de s'inspirer de ces solutions historiques, mais on peut peut-être trouver ou essayer de comprendre la logique qui était derrière ces inventions, ces infrastructures. Il faut vraiment comprendre la logique qui était au fond de ces constructions, à l'origine de ces constructions, pour pouvoir peut-être, si les décideurs de la ville sont intéressés, s'il y a le budget, s'il y a l'intelligence collective, on peut s'intéresser de ces logiques, tout simplement. Mais techniquement, en fait, ce monde de passé, ce monde historique est tellement loin aujourd'hui que concrètement, je vois très difficilement transposable à l'urbanisation actuelle. Très bien, merci. Si je peux rebondir, Oui. dans le cas du Maroc, c'est
c'est un peu différent parce que ces infrastructures-là sont encore existantes, donc sont encore utilisées dans certains lieux, pas de la même manière qu'elle l'était auparavant, mais c'est encore le cas. Et pour moi, la question, c'est pas ce qu'il faut commencer, ce qu'il faut faire de ces infrastructures-là, c'est surtout ce qu'il faut arrêter. Et ce qu'il faut arrêter, c'est tout ce qui a un peu dénaturé ces usages, et c'est surtout les rapports qu'on a au système de production, notamment l'agriculture, et qui aujourd'hui, c'est ce qui vient dénaturer ces systèmes-là. C'est l'agriculture intensive, la monoculture d'espèces qui sont pas du tout endémiques au pays, et qui sont destinées juste à l'export pour les marchés européens notamment. Et c'est plus ça qui va réactiver ces circuits-là et cette pensée de l'eau comme un bien commun, et qui va un peu nous montrer qu'on avait déjà les solutions dans le passé, et que le recours au technosolutionnisme qu'on a aujourd'hui au Maroc, c'est pas forcément la solution. Et le problème auquel on peut faire face, c'est surtout dans le cas des oasis, celui du manque de gestion. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que si la génération donc de nos grands-parents ne transmet pas à ses descendants donc ces manières de gérer les puits, de gérer les infrastructures, cette connaissance va se perdre. Et c'est plus ça sur lequel il faut agir. Il faut du coup éduquer la population sur ces infrastructures-là, éduquer des artisans, des gens qui pour en prendre soin, parce que finalement on s'intéresse plus à des choses qui nous appartiennent, et en fait au moment où ces infrastructures-là vont leur appartenir, ils vont sentir qu'ils doivent en prendre soin et les entretenir. Et c'est plus sur cet aspect-là donc qu'il faudrait agir. D'accord, donc c'est plus pour vous une question de savoir se réapproprier. Se réapproprier et c'est un cercle vertueux. Se réapproprier, c'est s'attacher. Et s'attacher, c'est se réapproprier, en prendre soin. C'est un peu ce qui se passe en Espagne. Donc dans le sud de l'Espagne, au niveau de l'Andalousie, il y a à peu près les mêmes systèmes d'irrigation et hydraulique vernaculaire comme les séguias, et qui du coup ces dernières années, en fait, le sud de l'Espagne, pour ceux qui connaissent, il y a la mer de plastique, donc des serres agricoles à perte de vue de monoculture de tomates et d'agrumes notamment, et là donc il y a un changement de paradigme dans cette région-là qui essaye aujourd'hui de pousser une agriculture un peu plus douce et de multistrates. Et ça s'est passé par la réactivation de ce réseau d'asequia. Donc l'asequia, c'est l'équivalent en espagnol de la séguia marocaine, qui a été donc transposée en Andalousie durant le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, c'est cette réactivation-là qui aide ces territoires à devenir plus résilients et à combattre la désertification de leur sol. Et c'est une notion qui nous paraît lointaine, mais en fait, c'est des enseignements qu'on peut tirer directement de chez nous, quoi. Et c'est plus sur ça que... Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai que quand les choses vont mal, et au sud de l'Espagne, et c'est ce que disait Marc, c'est vraiment quand les choses vont le plus mal qu'on rebondit, on imagine, on peut commencer à imaginer d'autres possibilités. Et puis, bon, c'est pas pour espérer que les choses vont mal, mais c'est vrai que la contrainte permet d'être beaucoup plus inventif. Et donc, j'imagine que ce soit en Inde ou en Iran, à un moment donné, il va falloir se réaccaparer d'un nouveau système. Et ce système, est-ce qu'il va se baser sur ce qui existait déjà traditionnellement il y a très longtemps, tout en réinventant quelque chose de nouveau? Les choses sont c'est très complexe tout ça, mais j'ai confiance que voilà, il
Il y a quelque chose d'assez inventif qui peut se faire, puisque ça l'a été depuis des siècles et des siècles. Donc, pourquoi pas... Tout à fait. Tout à fait. Alors, je profite que vous ayez le micro pour continuer à poser cette question du relevé et du dessin que vous avez mené avec les étudiants. Est-ce que ce travail-là, qui permet, on parlait de se réapproprier des choses, donc l'outil du dessin, bon, on est un tout petit peu quand même majoritairement ici des architectes, donc l'outil du dessin pour capter le monde, pour comprendre ces dispositifs, de les transmettre. Est-ce que c'est une façon de se les réapproprier? Est-ce que c'est une façon aussi de communiquer et de donner à voir ces ingéniosités? Oui, les deux, tout à fait. Quelle a été votre expérience par rapport à ça? C'est assez virtueux à plusieurs niveaux, en fait. Déjà, quand on vient à un endroit et qu'on veut se familiariser avec l'espace, mais aussi familiariser les personnes qui sont là à notre présence un peu étrangère, le dessin est une manière très douce de créer ce lien, ce rapport, parce qu'on est là, on a l'impression de ne pas faire grand-chose, mais on est en train de dessiner. Et petit à petit, il y a des gens qui peuvent être intéressés, venir voir, commencer à parler, nous poser des questions de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là. Et tout ça, c'est des liens, et c'est une façon de créer des liens, de parler donc de ces systèmes d'eau qui existent, qui sont absolument magnifiques, ingénieux, et qui sont souvent dans un état pitoyable. Et donc, ça permettait aussi de voir ce que les personnes locaux pensaient de ces structures. Et donc, il y a cet aspect-là qui est de l'ordre vraiment du relationnel. Après, bien sûr, il y a l'aspect de tout le temps passé à regarder un endroit, un lieu, un bâtiment, un système, de le dessiner on commence à vraiment le voir en le dessinant. Je sais pas, il y a une citation de Goethe qui disait je vois que ce que je dessine, ou quelque chose comme ça. Où je comprends que... Donc, dans la compréhension, le dessin, c'est un peu c'est le lien entre le dessin et la pensée est vraiment relié. Et ensuite, il y a ce que ce dessin peut révéler. Mais bon, ça, c'est après. C'est une fois qu'il est fait, je dirais presque c'est un objet mort. C'est toute la démarche, le fait de dessiner, qui est intéressant et qui est vivant, et et c'est là que les choses se passent et qui se font. Voilà. Très bien, merci. Et vous, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette question de que faisons-nous de ces dispositifs que vous avez décrits, à la fois sur les questions de captation d'eau, de quelle façon ça construit et ça dessine le paysage aussi. Est-ce que ce sont des expériences que on continue à transmettre ou pas? Je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Yeah, sure. So largely when we have been seeing these structures, or as she was mentioning, when we have been drawing quand on a dessiné toutes ces structures, quand on a analysé ces structures, ça nous a donné beaucoup d'explications ou d'indices
pour comprendre comment nos ancêtres fonctionnaient dans le passé. Ils choisissaient les bons matériaux, les bons systèmes pour construire ce qu'ils ont construit. Et c'est ça qui a assuré leur succès pour stocker de l'eau et contenir de l'eau. Et c'est parce qu'ils étaient sensibles à cela qu'ils ont pu comprendre et maintenir cela. Donc, si vous retenez les indices à partir de là, on va pas nécessairement faire la même chose qu'eux, mais ça nous donnera des pistes avec les nouvelles technologies qui permettront de prolonger ces systèmes, de les prendre non pas simplement comme des objets que l'on va glorifier, mais comme des systèmes qui permettront d'être utilisés. Et c'est pour la conservation de l'eau. Dans la modernisation, nous rendons tout très concret, mais ça n'aide pas l'eau à rester là. Ça marche dans certaines régions, mais pas partout. Et ce qui se passe, c'est que si vous utilisez des puits concrets pour stocker de l'eau à cause du sol, le sol est très meuble et en fait, vous ne pouvez pas construire. Il y a donc des règles dans la construction et il faut les identifier pour pouvoir aller plus loin avec les nouvelles technologies. Et les dessins font sens parce qu'ils sont très précis, très exacts quand ils sont faits. Et même s'il n'y a pas la technologie actuelle, c'était quand même très adapté au climat. Et puis, les gens ont appris de leurs erreurs dans le passé. Et il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. On devrait partir de ce qu'ils ont appris. Et ça nous aidera à prendre de meilleures décisions, bien sûr. Merci. Marc? Ma recherche ne concernait pas nécessairement l'eau, mais le sol. Et il y a quand même des méthodes traditionnelles qui ont été utilisées. Et le problème, c'est que quand j'ai parlé avec les gens, c'était pour répondre à des nécessités de base comme la salinisation de l'eau ou des choses comme ça. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les systèmes existants qui ont été créés à une époque où il n'y avait pas ces technologies actuelles. Et le gouvernement ne nous aide pas parce qu'il n'a pas d'études fondamentales. Et ce qu'il faut, c'est voir ce qu'on a et comment améliorer ce qui existe. Parce qu'introduire un nouveau système, complètement nouveau système, ça c'est difficile. Donc il faut vraiment partir de l'existant et continuer à partir de l'existant. Merci beaucoup. Je vais laisser Marc répondre et puis je vais vous reposer une question juste après à propos de l'habitat autochtone. Mais d'abord, posez votre question, Marc. Pour une question, c'était plutôt, je voulais rebondir sur la question du dessin. Oui. Parce que j'évoquais tout à l'heure la question du désir, c'est-à-dire à un moment donné, on a des infrastructures qui ont fait leurs preuves et on ne veut plus s'en servir parce qu'il y a un manque de désir. Et du coup, je me demandais, au-delà du dessin, et peut-être la question de l'art ou la question de réactualiser les choses déjà par le désir, donner le désir. Je pensais notamment en regardant toutes les images magnifiques sur les infrastructures d'eau d'Inde, notamment un certain projet de studio Mumbai où on voit des sortes de réserves d'eau souterraines, et des éléments de piscine, de refroidissement, et qui sont juste splendides. À la fois contemporain, ancien, et qui donne vraiment un désir. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde voudrait, en tout cas moi je voudrais avoir des trucs comme ça chez moi. Et du coup, peut-être qu'à travers l'art et la beauté, on pourrait aussi créer le désir de ces choses-là, parce que je pense pas qu'on puisse les forcer de dire ça marche, ça fait ses preuves, c'est écolo, oui, mais sauf que on n'en veut pas. Pour tout un tas de raisons. Donc, il me semble que la clé peut-être elle passe par le désir et pas par la technique ou l'obligation. Voilà. Très bien. Quelque part, ce que vous dites, c'est que la manière dont certains ouvrages sont magnifiquement pensés et dessinés donne aussi envie qu'on puisse y adosser pour tout un tas de raisons.
Non, pas exactement. Que peut-être Mais il pourrait y allez-y. avoir des formes d'art contemporaines qui se saisissent de ça. C'est pour ça qu'on parlait du dessin, mais ça peut être les photos, le détournement, la publication, et pas juste de dire c'est beau parce que c'est du patrimoine, ou regardez c'est beau, oui, bah, on le voit que c'est beau, enfin, il y a une forme d'évidence, mais de dire regardez, on a envie de ça, on a envie de s'en saisir, on a envie de le transformer, on a envie d'engager nos vies là-dedans et d'engager ces choses-là dans nos vies. Voilà, et pas de manière forcée, mais quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'envie et du désir. Voilà, et je pense que l'art, je rebondissais sur la question du dessin, mais peut-être que l'art, de manière plus générale, ce serait peut-être son job, de se saisir de ça, de le dérouter, de le transformer, et pour le faire revenir peut-être dans la contemporanéité sous l'angle de l'envie, et pas de la contrainte. Voilà. Très bien, très bien. Je voulais juste glisser sur une question qui, je pense, a fait partie aussi de votre démonstration. C'était sur la question de l'habitat, d'une manière d'habiter le monde. Vous avez parlé des autochtones, la manière dont ils arrivaient à accompagner leur travail sur la récolte du sel avec un habitat qui était, on va dire, plutôt fait avec des matériaux simples, transportables. Et vous avez fait une comparaison par rapport à d'autres types de récoltes de sel qui ont amené à une sédentarisation. Donc la question presque un peu de nomadisme d'une certaine façon, une façon de transformer et d'habiter le territoire de façon nomade. J'aimerais bien que vous développiez un peu, que vous nous en parliez. J'aimerais bien qu'on le croise avec peut-être la manière dont vous avez parlé de Yazd, d'une autre façon d'être dans un territoire en prise extrêmement forte et directe avec les éléments. Est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus, sur habiter ces paysages, voilà, qu'est-ce que ça induit comme habitat pour l'homme? J'ai présenté 2 études de cas. Et les agriculteurs, dans une région, ils n'arrêtent pas de migrer, mais ça, c'est plus difficile par rapport aux gens qui, eux, sont pratiquement installés de façon permanente. Dans le Kutch, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent pendant la saison de production de sel, ils créent des abris, ils y restent le temps de la production, parce qu'ils ne peuvent pas être exposés trop longtemps au soleil ou au changement climatique. Donc, on peut essayer de construire des architectures qui les aideront à faire leur travail, alors que dans la région de Sambar, on a déjà des installations quasi permanentes. Mais comme je l'ai dit, il y a rareté de l'eau, il y a des problèmes d'assainissement des eaux, etc. Et donc, dans la région de Sambar, ils commencent à avoir des problèmes. Et en tant qu'architecte, on peut les aider à avoir de meilleures habitations qui leur permettront de rester tout le temps pour produire le sel. Mais il y a beaucoup de régions où cette production de sel se produit, mais avec des architectures différentes et des styles de vie différents partout. Moi, je n'ai fait que 2 études et je propose que l'on produise une architecture qui aidera ces gens-là à avoir un meilleur style de vie pour pouvoir faire leur travail. Merci. Thank you. Pour la ville de Yazd, le cas de Yazd est un petit peu particulier parce que en fait, la périmètre, vraiment une grande périmètre de tissu historique est aujourd'hui classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc,
on peut dire que c'est un musée à ciel ouvert. Il y a des petites initiatives de rénovation par les habitants, les rénovations modernes, en fait, un dialogue entre l'habitat traditionnel et les dispositifs modernes est en place, évidemment, à petite échelle. Il y a des projets intéressants. Mais de manière générale, la ville de Yazd, aujourd'hui, c'est un musée à ciel ouvert. Donc, c'est pour ça que je dis cette transposition entre l'habitat traditionnel ou, de manière générale, l'urbanisme traditionnel et ce qui se passe aujourd'hui me semble très complexe avec toutes ces normes de construction nouvelles, antisismiques, résistants pour plusieurs normes qu'il faut respecter. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile en dehors de tissu historique, je veux dire. Mais ça existe. Je sais que de petits projets à une petite échelle, ça existe et c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut savoir s'il y a une volonté au niveau gouvernemental ou pas. C'est ça aussi qui transforme de manière plus considérable les paysages. Mais les petits projets, évidemment, ça existe, c'est intéressant, c'est enthousiasmant. Mais je pense que c'est pas ça qui, aujourd'hui, à l'état où nous sommes, à l'état écologique, je veux dire, où nous sommes, c'est pas ces projets qui déterminent le paysage général. Très bien. Je vais vous poser très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, une dernière question, qui est un peu une question peut-être pour parler, je pense, un peu à un thème qui est revenu souvent dans toutes vos interventions, le terme de l'intelligence collective, et aussi de l'imaginaire collectif. Marc, vous vous appuyez beaucoup sur la mythologie aussi. Alors, moi, voilà, j'ai une question. Essayez de me répondre de façon un peu concise. Pour vous, de quelle façon un imaginaire collectif pourrait susciter une intelligence collective? Est-ce que est-ce qu'on a cette capacité, au fur et à mesure, de construire une forme de spiritualité, c'est-à-dire pour arriver à... alors, est-ce qu'elle est collective, est-ce qu'elle est individuelle, est-ce qu'elle est un peu en réseau, par petit nombre, je ne sais pas. Mais voilà, moi, c'est un peu ce que je comprends de l'ensemble des conclusions que vous avez fait à la fin des interventions. Évidemment, vous avez parlé de gouvernance, mais c'était surtout qu'est-ce qui peut susciter de façon suffisamment fort une intelligence, un imaginaire collectif qui donne envie d'aller vers une intelligence collective. Voilà. Comme ça... je pense qu'on aura arrêté, et ça a été dit dans l'introduction par Aïda, quand on va arrêter de voir l'eau comme une commodité, comme un produit qui est là juste pour être exploité, vendu. Et malheureusement, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans le monde entier. L'eau est devenue vraiment une commodité. Et je crois qu'il faudrait dépasser ça pour qu'elle fasse partie plus d'un lieu, d'un rapport plus proche. Alors c'est vrai qu'en Inde, il y a ce lien à travers le sacré avec l'eau.
Donc et spirituel aussi. Et sacré, spirituel. Oui. Et donc, après, dans l'espace public, quelle part elle peut avoir, c'est des questions à reposer, mais surtout dans la vie de tous les jours, domestique. Voilà, mais c'est une question. Hein. Très bien. Il y aura peut-être d'autres. Rapidement, une ou deux personnes encore. Je suis désolée, mais on me fait signe qu'on est long. Alors j'ai envie de faire une provocation. Oui. Alors je pense qu'il n'y a pas d'intelligence collective. L'intelligence est individuelle. Collectivement, on peut négocier, se frotter les uns aux autres et établir quelque chose, mais ça prend beaucoup de temps. Donc le collectif, nécessairement, on est dans la tradition. On a compris que c'était 300 ans, mais bon, voilà. On aimerait donc, quand même voir des choses de notre vivant. Quelque chose qui gêne dans la notion d'intelligence collective. Voilà. Donc ça, c'est pour le pavé dans la mare. Oui, très bien. Bon, très bien. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Thank you very much for inviting me here. And, bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je vois que beaucoup des questions que je vais vous poser aujourd'hui ont déjà trouvé leur réponse avec les interventions de ce matin, mais ce que je peux faire, c'est vous apporter mon point de vue. J'ai commencé à travailler sur la question de l'eau il y a peut-être 15 ans. J'étais architecte au sein d'un cabinet qui faisait beaucoup de projets, de grands projets d'ingénierie civile pour le secteur public. On faisait beaucoup de construction d'infrastructures civiles, notamment les infrastructures du transport. Et je vais également travailler dans la documentation architecturale, dans l'archivage de projets architecturaux dans le Rajasthan. Et les deux domaines de spécialisation que j'avais trouvent des liens. Il y avait beaucoup d'analyses que je pouvais faire sur les forts, les temples, les grands bâtiments monumentaux, mais pour autant, j'avais très peu d'informations sur l'espace urbain, surtout dans les domaines historiques. Et c'est pour ça que je me suis penché sur l'eau, parce que petit à petit, j'ai appris que ce sont les infrastructures hydrologiques qui formaient l'espace urbain, qui la façonnaient. Donc il y a 15 ans, j'avais envie de trouver la sagesse. Alors je sais que nous venons de parler de l'intelligence collective, mais pour moi c'est surtout une sagesse collective qui se trouve au sein de ces infrastructures hydrologiques. Et pendant mon doctorat, qui était avec Batelio Petroli, qui sera parmi nous demain, je me suis concentré principalement sur les infrastructures hydrologiques en Inde. À l'époque, on voyait que ces infrastructures, on les prenait plutôt comme des vestiges, surtout connus pour un esthétisme. Mais tout cela faisait partie d'un très grand réseau hydrologique. Et je me suis concentré principalement sur Jodhpur. Ensuite, ma thèse a été publiée sous la forme d'un livre. Et moi, je parlais de ces infrastructures au-delà d'une simple fonctionnalité, mais plus comme une expérience. C'est une manifestation de cette sagesse collective de toute une société, parce qu'on y trouve tout le savoir-faire en termes de matériaux, on en a déjà parlé. On y trouve également la compréhension très fine du lien entre la terre et l'eau, le sol et l'eau. On ne peut pas les délier.
J'ai abordé la question des pratiques socioculturelles qui coexistaient avec les différentes typologies d'infrastructures, que ce soit un barrage ou un puits. Ça venait d'une pratique, ça venait d'une géologie locale. Donc tout était lié et c'est pour cela que j'ai créé cette notion de l'écologie spatiale de l'eau. J'ai quelques exemplaires avec moi si jamais vous voulez en procurer un. Donc je voulais trouver la sagesse historique et la confronter à l'actualité. Comment transférer l'un vers l'autre? Comme on l'a déjà dit ce matin, les projets à petite échelle ne sont pas forcément très intéressants, mais pour moi, plus on fait des projets de petite taille, on veut créer un projet collectif, avec une sagesse collective. Je vais vous donner d'abord un peu de contexte. Quand on regarde les liens humains avec l'eau, on trouve quelque chose d'assez paradoxal. D'un côté, on consomme de plus en plus d'eau, mais avec des paramètres infimes. Mais de l'autre côté, on en tire le plus de joie en ayant des rapports très corporels avec l'eau, notamment quand on est par exemple dans le désert et on voit la pluie arriver. Donc moi je parle au nom de quelqu'un qui vient du désert et qui ne connaît pas forcément la pluie, alors que vous ici, vous connaissez très bien la pluie. D'un côté, on parle de la sanctification, le côté sacré de l'eau, la purification. Et l'importance de l'eau se trouve dans quasiment toutes les cultures. Mais de l'autre côté, on fait le lien également entre l'eau et la propagation de maladies, de détresse, de catastrophes naturelles. Je pense que vous avez pu connaître ces différentes études. Et l'eau, finalement, procure une certaine peur, une méfiance. On tire le lien trop facilement maintenant entre l'eau et la contamination, entre la pollution. Et c'est pour cela qu'il faut le contenir dans les canalisations, dans les barrages. Et donc finalement, en tant que société, en tant que culture, nous avons créé de nouveaux liens très étranges avec l'eau. La dégradation environnementale fait que finalement l'eau est coupée de notre quotidien. Finalement, ça devient un produit consommé. C'est un simple calcul d'offre et de la demande. L'eau est moins omniprésente. L'expérience corporelle, l'expérience humaine de l'eau ne se trouve plus au même endroit. La médiation de l'eau et le sol est maintenant calculée, quantifiée, dessinée, contrôlée. Maintenant, on peut calculer la quantité d'eau dont on a besoin dans un foyer. On peut quantifier l'eau contenue dans un canal, dans un barrage, dans des réservoirs, dans des tonneaux. L'eau est devenue un simple calcul, alors que l'eau tient un lien direct avec la nature. Et quand on enlève ce lien avec la nature, ça devient une simple infrastructure, ça n'apporte plus rien à la culture, à la société. Ce que je vous suggère, c'est que nous avons ces systèmes hydrologiques avec quelques valeurs qui sont ancrées dans ces systèmes. Et je vais vous présenter quelques-unes de ces valeurs. Je vais vous présenter également quelques projets de mon cabinet où nous avons essayé de réintégrer ces anciennes valeurs. Notre expérience moderne de l'eau, c'est une expérience monofonctionnelle. De par mes recherches et mes propres réflexions, j'ai appris que d'autres paradigmes ont existé auparavant. Beaucoup d'entre eux ont été effacés, supprimés, oubliés. Les réseaux modernes trouvent une expression par l'architecture où nous essayons de contenir le paysage. Et nous n'avons plus une vraie conscience de cela au quotidien. Et pour autant, l'architecture, de par le passé, façonnait déjà le paysage. Et on tirait une certaine importance. Donc si on regarde par exemple ces puits,
avec l'escalier qui descend dans la terre. C'est un puits qui descend vraiment dans la terre. Et selon certains chercheurs, ces puits, c'était à l'opposé de ces temples qui montaient vers le ciel. Là, ce sont des temples inversés où nous descendons vers la terre, vers le sous-sol. C'est une forme de salutation qui a une expression terrestre. C'est la modulation de la terre et de l'eau. Et on trouve un vrai respect pour l'eau dans ce genre de temple. C'est renforcé par le reflet du ciel, les montagnes aux alentours, ce qui appelle à l'introspection, au calme. Deuxième affirmation, l'architecture traditionnelle autour de l'eau, c'est un acte d'intégration culturelle. De nos jours, en Inde, il existe beaucoup de rituels qui doivent se faire sur le bord des cours d'eau. Souvent, il s'agit des rituels liés à des rituels mortuaires pour rendre hommage à nos ancêtres. Tout cela doit se faire sur les rives des rivières, des fleuves, sur les bords de lacs. Et donc, beaucoup de ces corps d'eau ont des plateformes, des accès structurels pour se rendre dans l'eau. Voici une source d'eau chaude avec à peu près 180 bassins. 108 bassins, 108 c'est un chiffre très important, donc vous avez 108 bassins, vous prenez une goutte d'eau, vous le mettez sur le front et ensuite, petit à petit, vous arrivez vers le centre de cette structure. Les marches deviennent des lieux d'échange, de discussion. Un puits, finalement, devient un lieu de rassemblement pour les caravanes, pour se ressourcer, pour se désaltérer, pour apprendre sur la vie locale. Et c'est une information qui va être transmise d'un village à l'autre. Donc finalement, l'eau devient un moyen de communication. Troisièmement, l'architecture traditionnelle autour de l'eau, c'est un acte d'immersion. Je pense que c'est évident. Je parlais tout à l'heure de ces femmes ou de ces hommes qui tournent autour de ces bassins d'eau chaude. Ce sont des Ce sont des lieux où chaque étape sur le trajet est liée à une histoire. Ici, c'est lié au dieu Krishna et c'est ce qui a donné lieu à la forme de ce temple. Il y a également le lien entre l'eau et l'eau à l'état vapeur. L'architecture en tant qu'acte de navigation d'un terrain. Par la main, qui prend, qui façonne, qui dirige l'eau. J'ai parlé tout à l'heure de ces formes structurelles qui donnent l'accès à l'eau. Le simple geste de prendre de l'eau dans ses mains, je sais que vous êtes certains ou certaines ici dans la salle qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine, de canaliser l'eau. Nous ne savons pas exactement à quelle époque sont apparus les premiers canaux, mais nous savons que cela existe depuis au moins le 7e siècle. Avec chaque couche horizontale, ces accès par escalier sont renforcés et sont mis en exergue. L'acte de faire, de fabriquer, l'architecture crée une relation incarnée avec la matière. Un vrai effort humain a été nécessaire pour construire ces structures hydrologiques. L'échelle, la proportion, la lumière, même chaque moindre élément a été conçu dans le plus grand détail.
Et finalement, l'architecture comme un lien avec le climat, comme une réponse au climat. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces marches qui vous permettaient de descendre dans les plus bas niveaux, aussi pour remonter au plus haut niveau. Et le problème avec les inondations que nous rencontrons de nos jours, nous n'avons plus cet espace pour gérer les niveaux, les eaux qui montent et qui descendent. Voici une photo de Jodhpur où ces puits ont été trouvés. Ce matin, on a vu quelques puits, mais ici, c'est un peu différent parce que ce sont des puits qui ont été creusés dans le lit de rivière. Donc, quand il n'y a plus d'eau dans la rivière, il y a encore de l'eau qui se trouve dans ces puits. Et d'ailleurs, chaque puits a une eau qui a un goût différent. Voici encore quelques puits avec les marches. Donc, il est possible d'apprendre de ces structures d'eau et les appliquer à une pratique moderne et généralisée. Nous ne cherchons pas une solution à grande échelle, mais pour moi, ce n'est qu'un début pour façonner notre réflexion autour de l'eau. Voici quelques projets que nous avons faits dans mon bureau d'études. Ce sont des projets assez généralistes. Nous voulons simplement incorporer ces notions dans une architecture générale. Est-ce qu'on peut retrouver ce lien ancestral, essentiel, entre l'eau et la terre qui l'entoure? Ce que je vais vous présenter tout d'abord, c'est un projet que nous avons fait. Une compétition pour un centre de formation pour la police locale. C'est un grand projet. Je vais vous présenter d'abord les gros plans et ensuite je vais vous présenter les plans détaillés. Voici toutes les infrastructures qui devaient être présentes sur le site. Vous voyez un terrain avec quelques collines. Il fallait d'abord se servir de cette autoroute qui séparait le chantier pour créer les deux zones. Ensuite, nous avons commencé à cartographier l'eau et le flux d'eau. De manière générale, nous avons des villes qui sont hydrophobes. Nous voulons éviter l'eau, nous voulons l'éloigner de nous, nous voulons le mettre dans des grandes canalisations, dans des espaces souterrains pour le faire éloigner de la ville. Alors que d'autres fois, on voulait garder l'eau dans les villes. On ne le rejetait pas. Nous nous sommes dit, et si on le prenait comme idée de base, et si on permettait l'eau de traverser le site? Parce que si on ne le fait pas, si on veut bloquer l'eau, si je commence à mettre une barrière ici, d'ailleurs c'est le contour du terrain, l'eau allait se trouver ici, et n'allait plus pouvoir traverser le terrain. Ensuite, il aurait fallu construire toute une infrastructure assez importante pour tout contourner, et la rivière n'allait plus récupérer cette eau. Une simple chose, mais avec des effets assez désastreux. Quand nous avons cartographié le terrain, nous avons pu trouver les lieux, les surélévations et les élévations les plus basses, ce qui a informé notre approche. On se disait au début, le quartier résidentiel allait suivre le cours d'eau naturel, le flux de l'eau naturel. Donc nous allons continuer avec l'eau et ensuite il y avait le terrain de formation parce qu'il fallait un terrain assez plat. Les terrains de formation allaient se trouver ailleurs. C'est ce qui a informé notre conception du lieu. Ensuite, nous avons trouvé des liens entre les différentes zones, entre les zones résidentielles, les zones de formation.
Voici les terrains, les grands terrains. Ensuite, le cours d'eau, qui est devenu la colonne vertébrale de tout le projet. Ensuite, nous avons rajouté des résidences tout au long du cours d'eau pour que les grands bâtiments, les grandes infrastructures puissent se trouver loin des cours d'eau. D'ailleurs, les terrains de formation, il faut savoir que les formations commençaient très tôt le matin, allaient jusqu'à très tard la nuit, donc il fallait être très strict. Alors que comme la colonne vertébrale, c'était le cours d'eau avec les résidences autour, les résidences, c'était des lieux avec un usage assez flexible et c'est ce que nous avons réussi à avoir. C'est peut-être la première étape de ce changement dans notre réflexion autour de l'eau. L'eau est devenue centrale. Voici un deuxième projet, c'est un fort qui date du XVe siècle, je crois. Il y avait déjà quelques puits en haut, mais il y avait quelques résidences d'hôtels en haut, mais il fallait tout transformer pour en faire un grand complexe hôtelier. Voici le lieu avec le terrain autour et avec notre première proposition, nous avons créé un réseau de corps d'eau tout le long de la crête et de la colline, avec des petits cours d'eau tout en haut, des grands cours d'eau qui allaient se trouver en bas. Si vous voyez ici, vous avez ces petits barrages, ces retenues d'eau où les petits ruisseaux vont se collecter dans ces petits cours d'eau, ces petits réservoirs, avant de se retrouver dans les grands réservoirs tout en bas. Ensuite, vous avez un grand bassin ici pour répondre à tous les besoins en eau de ce complexe. Alors, je ne connais plus les chiffres exactement, mais comme c'est un grand complexe hôtelier, tout dépend du niveau de luxe que l'on veut proposer. Ça a été une question qui a été posée très rapidement dans tout le processus pour trouver ces liens entre ces usages traditionnels et la modernité. Qu'est-ce que le luxe? Qu'est-ce que la prospérité? De nos jours, on dit qu'il faut avoir un accès permanent à l'eau. Mais de l'autre côté, ça a été dit tout à l'heure, il faut proposer des installations pratiques. Et pour moi, tout revient à une question de luxe, de prospérité. Nous avons une conférence qui se tient actuellement dans mon université en Inde et nous avons parlé de rythme. Nous avons parlé justement lors de cette conférence sur l'utilisation de l'eau, principalement le matin. Mais pour revenir à ce projet, vous avez ici le développement du projet et nous avons réussi à construire ce premier corps d'eau, cette première retenue d'eau ici, sans avoir même commencé à construire les chambres dans les hôtels. Nous allons construire les autres cours d'eau avant de commencer la construction des chambres. Yeah, so continuing that idea of the water along the edge. Pour reprendre, je parlais de ces différents cours d'eau et voici quelques réservoirs d'eau, quelques corps d'eau que nous sommes en train de concevoir et ensuite bientôt construire. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une conception qui n'est pas purement architecturale, c'est aussi très intéressant de voir les différents bassins versants. Nous avons étudié l'hydrologie des collines pour trouver une application en termes architecturaux. Et voici la première construction.
C'est le premier bassin qui est le plus petit des différents bassins. Et depuis 2 périodes de pluie, c'est un bassin qui récupère de l'eau. C'est une vraie réussite pour l'instant et nous pouvons toujours accéder à l'eau. Bien sûr, nous avons une nouvelle compréhension de la sécurité et aussi nous respectons les différentes normes avec les différentes barrières qui sont mises en place. Mais ça fonctionne. Mais à l'échelle d'un bâtiment, voici une bibliothèque que nous sommes en train de construire sur un campus universitaire. Et encore une fois, nous étudions les différentes manières de collecter de l'eau, de récupérer l'eau, de l'utiliser. Et ici, l'eau est canalisée vers le bâtiment dans des réservoirs souterrains. Mais ce n'est pas entièrement fermé et coupé de la vue de tous. En fait, cela fait partie du mouvement naturel, des différents flux que l'on peut avoir dans le bâtiment. En bleu, c'est le réservoir. Et à partir d'ici, c'est justement cette fenêtre que nous avons ici vers l'eau. Si jamais il y a trop d'eau, un trop plein d'eau, cela va se déverser dans cet espace à gauche. Et sinon, c'est un espace qui peut être utilisé comme amphithéâtre. Cet espace ici est également accessible avec des puits de lumière pour donner la lumière sur cet espace qui, normalement, est sous l'eau. C'est justement ce que nous avons réussi à faire pour collecter de l'eau dans les sous-sols d'un bâtiment. C'est le dessin qui, comme vous pouvez voir, c'est un dessin qui s'inspire de ces temples, de ces puits que nous avons vus depuis ce matin à de nombreuses reprises. Voici une autre coupe du bâtiment. C'est un bâtiment très moderne. C'est clairement un bâtiment très moderne, mais c'est un bâtiment qui s'inspire de ses anciens usages avec cet hommage que l'on a à l'eau, avec ces rites autour de l'eau. Il y a également des techniques qui nous permettent de détecter le pH de l'eau en permanence pour vérifier que c'est une eau sûre. Le dernier projet que je voulais vous montrer, c'est un projet immobilier de très grande échelle et avec le client, nous avons commencé à cartographier les cours d'eau naturels, les points bas pour les transformer en bassins d'eau, en étangs. Nous avons trouvé des moyens de construire autour de ces différents espaces. D'abord, nous avons commencé par des recherches sur les réservoirs que l'on trouvait dans la région. The first one that was identified to be built, and this was not still under construction, it's in the design process. Nous n'avons pas encore commencé la construction, mais nous sommes toujours en train de concevoir l'espace. Et le premier endroit où nous concentrons, c'est ici, c'était un puits. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'un puits en termes de mouvement, en termes de forme, tout ce que l'on fait comme architecte sur tout type de projet. Ensuite, nous nous sommes dit, il faut créer un espace, une sorte de tiers-lieu, un espace social. Comme ça a été fait sur la bibliothèque, nous avons incorporé cette histoire de marche. Mais comme c'est un puits, il était très important que cette notion de puits soit mise en exergue. Et de là, nous sommes tombés sur cette notion de spirale. Et on trouve déjà pas mal d'exemples de puits en forme spirale dans la région. Donc quand on l'impose ici
Quand on le juxtapose sur le site, on le voit dans le paysage. Et petit à petit, nous allons avoir d'autres habitations, d'autres bâtiments qui vont être construits dans les alentours de ce puits. Et c'est un puits qui est censé devenir amphithéâtre, un lieu de spectacle, de méditation, de repos, peut-être des commerces de bouche. En partant de cette première idée, nous l'avons extrapolée. Et enfin, nous avons essayé de comprendre comment assurer l'accès à l'eau, comment créer des liens avec l'eau. On s'est dit qu'il faut que ce soit un accès qui se fait petit à petit. Nous ne voulons pas déranger ou perturber le paysage aux alentours. Et en souterrain, il fallait faire venir de la lumière, comme on l'a vu avec les bibliothèques tout à l'heure. Il fallait que les usagers puissent découvrir petit à petit l'espace avant d'arriver au centre. Et là, on est entouré par la terre, par le sol. Toujours on est en lien avec le sol, avec l'eau, avec le ciel. Et donc cette lumière tamisée crée un espace qui peut être utilisé tout au long de la journée. Et le tout est encastré dans la terre. Voici la forme finale du puits. Et voici la structure avec le niveau de l'eau qui monte, qui descend, et les usages qui évoluent en fonction de chaque niveau. Donc avec les différentes propositions que nous avons montrées, nous avons réussi à garder ce lien si intrinsèque, pour voir le lien justement entre l'architecture et l'eau, en incorporant d'anciens éléments avec les architectures spécifiques. Nous voyons le vrai lien entre l'architecture, la matière et les personnes. Avec les différentes innovations, nous trouvons des innovations et des expressions que nous cherchons à avoir de plus en plus dans notre travail.